continuer la première session de questions. Alors, l'intervention suivante, c'est une intervention de nous trois, dont le titre est Éloge de la complémentarité. Alors, quand on a commencé à préparer la conférence, j'avais pensé à mettre comme titre à notre intervention « Ensemble, c'est tout », qui est le titre d'un roman d'Anna Gavalda, que vous connaissez peut-être certainement. C'est un roman qui propose d'évoquer l'histoire de 4 personnes qui n'ont rien en commun, qui auraient pu ne jamais se rencontrer et qui vont chacun amener quelque chose à l'autre, se soutenir, s'appuyer. Et finalement, le message qui est porté par ce livre, c'est de dire qu'au-delà de nos différences, et peut-être par nos différences, on est plus fort ensemble que tout seul. Et c'était un petit peu ce qu'on voulait dire, et c'est un petit peu à la fois ce qu'on voit dans les passes, parce que c'est bien ce qui s'opère, c'est écrit dans un des textes d'Elisabeth et Jacques, c'est la complémentarité, la transdisciplinarité, le partage de connaissances, et c'est probablement aussi pour ça que dans les passes, ça fonctionne bien, cette idée de travail d'équipe et où chacun amène quelque chose à l'autre. C'est aussi parce qu'on retrouve dans le collectif PASS, c'est vrai que depuis plusieurs années, on a mis en place une association qui a fédéré des gens vraiment différents, des gens de régions différentes, d'hôpitaux de tailles différentes, qui appartiennent à des institutions différentes et de professions différentes. Et les échanges que l'on a lors de nos réunions sont particulièrement fructueuses et intéressantes. Et elles ont été à l'origine de toute cette réflexion sur les conférences, les colloques, les groupes de réflexion autour de soigner l'humain, le colloque du 5 juin et la sortie de ce livre. Et puis, on va en reparler, Frédéric va en reparler. L'idée aussi, c'est que la complémentarité, voilà, c'est ce qui transparaît dans le livre. Et puis, enfin, pour finir, un focus sur notre collaboration à nous trois. C'était vraiment c'est vraiment très enrichissant de travailler avec des éclairages comme ça, si variés. Ça fait plusieurs années qu'on travaille avec Frédéric et ça fait un peu plus d'1 an qu'on travaille avec Harold. Et c'est absolument passionnant et enthousiasmant de partager des réflexions comme ça, moi qui suis de terrain, eux qui conceptualisent, qui connaissent les organisations hospitalières, et à chaque fois qu'on a l'occasion d'échanger, c'est toujours à la fois un plaisir, à la fois passionnant, à la fois enrichissant, et puis c'est toujours de nouvelles idées. Et alors ce qu'on voulait aussi, et Harold en parlera, l'idée c'était de partager tout ça, de développer tout ça, de lancer quelque chose d'élargi sur cette idée-là, sur la complémentarité, sur la communauté de partage, et on clôturera notre présentation sur cette proposition. D'accord. Bon. Bien, je vais faire un exercice d'autosatisfaction, parce que j'ai effectivement relu l'ouvrage pour cette présentation publique, et j'ai été effectivement assez frappé de la cohérence de l'ouvrage, parce que souvent quand on est universitaire et qu'on pilote des ouvrages collectifs, on se méfie des ouvrages collectifs parce que souvent c'est la juxtaposition de contributions hétérogènes dont on peine à distinguer les points communs. Et là, je trouve que effectivement les contributions se font écho et se complètent remarquablement. Alors, j'ai 3 hypothèses, de la moins sophistiquée à la plus sophistiquée. Alors, la première hypothèse plus sophistiquée, c'est la bonne volonté des auteurs. Je rappelle que le colloque, c'était au mois de mai, c'est ça 5 juin, et sortir un ouvrage pour le mois de décembre, pour un universitaire où le moindre ouvrage prend 3 ans, c'est un tour de force. Donc la bonne volonté des auteurs a contribué. La deuxième raison de cette cohérence de l'ouvrage est à rechercher, à mon avis, c'est ça que fait ressortir cet ouvrage, une forme de convergence, je dirais presque spontanée,
des réflexions menées dans différentes disciplines, l'économie, les sciences sociales, l'éthique, la médecine, mais chaque discipline ayant son jargon, ses concepts, etc. Effectivement, ça opacifie, ou en tout cas ça fait obstacle à la saisie de la convergence de ces réflexions pluridisciplinaires. Et je trouve que cet ouvrage met bien en évidence et décloisonne en quelque sorte les disciplines et montre que finalement, chacun de notre coin, nous parlons de la même chose, même si c'est pas souvent avec les mêmes. Et puis la troisième hypothèse, la plus sophistiquée, je ne sais pas, en tout cas une puissante, enfin je pense que c'est l'hypothèse qui fait que ces contributions tiennent, et elles tiennent ensemble, c'est que toutes reposent en fait fondamentalement sur une transformation, je dirais, de l'objet même de ce livre qui est le soin. C'est-à-dire que je voudrais dire ici en quelques mots que l'on assiste à une puissante dynamique de socialisation du soin, et je vais m'expliquer. Alors, socialisation d'abord des coûts, effectivement, que ce soit les affections de longue durée, l'hôpital, alors André Grimaldi va arriver, c'est moins vrai pour les soins courants, mais en tout cas, effectivement, il y a une dynamique de socialisation des coûts dans un contexte tendu budgétairement, ce qui va amener, à mon avis, pas à mon avis seulement, à faire des choix au niveau individuel et au niveau collectif, des choix qui peuvent être tragiques. Et donc, en quelque sorte, aussi le soin quitte, je dirais, le domaine de l'expertise médicale pour rejoindre le domaine plus large du débat public et du débat politique. Ça, c'est le premier aspect de la socialisation du soin. Deuxième aspect, me semble-t-il, c'est l'approfondissement du travail soignant. C'est-à-dire qu'effectivement, on assiste, et Claire l'a rappelé, à une puissante dynamique de spécialisation et de technicisation de la médecine qui appelle en retour des mécanismes d'intégration. Alors moi, ce qui m'avait intéressé dans les PASS, c'est-à-dire qu'il y a deux façons, à mon avis, d'intégrer, c'est-à-dire de contrer les forces centrifuges de la médecine actuelle. La première forme d'intégration, c'est une intégration que je n'aime pas beaucoup, mais je n'aurai pas le temps de développer, c'est une intégration de type industriel. C'est une intégration en termes de process, en termes de protocole, de penser les interfaces, etc. Et puis, donc c'est une intégration qui, à mon avis, nie justement le caractère humain, le caractère spécifique de la médecine en tant qu'elle travaille sur de l'humain. Et puis, il y a une intégration qui, justement, est élaborée au sein des PASS, qui est une intégration qui est portée par les professionnels, qui est plus respectueuse de l'autonomie, qui est plus de l'autonomie professionnelle, l'autonomie de décision, et qui aussi prend en compte l'idée que finalement la médecine est une activité prudentielle. Alors c'est ce qu'on démontre dans l'ouvrage, c'est une activité prudentielle, donc c'est pas une activité scientifique au sens propre du terme. Et donc je pense que ces mécanismes d'intégration qui sont inventés au sein des PASS sont très très prometteurs. Et puis enfin, je ne vais pas être trop long, troisièmement, la socialisation au sens où finalement le soin s'enfonce, je dirais, dans les plis du social. Au sens, alors qu'est-ce que j'entends par là? C'est que, évidemment, c'est une tarte à la crème de le dire, c'est que le soin n'est plus redevable d'un recours ponctuel à l'offre de soins, avec la montée des maladies chroniques, mais le soin, en quelque sorte, se dilue, je dirais, dans le social. Et donc, en se diluant dans le social, il appelle la prise en compte de facteurs psychologiques, sociaux, culturels, tout ce qu'on voudra, et donc une approche globale, du soin. Alors voilà, donc je trouve que ces trois hypothèses expliquent bien, je dirais, pourquoi cet ouvrage fait sens et qu'il est cohérent. Et plus généralement, il montre bien qu'on assiste au désenclavement du soin, qui n'est plus cantonné à la seule médecine et au monopole du discours médical sur le soin, et qu'aujourd'hui c'est une affaire de collectif, et il me semble que cet ouvrage montre bien que c'est par le collectif qu'on va s'en sortir. Voilà. Bon, je ne vais pas faire trop long après tout ce qui vient d'être dit, parce qu'on a quand même fait le tour de tout ce que je voulais dire sur la complémentarité, sur le merci Claire, on a bien fait le tour là-dessus. Juste pour dire peut-être qu'ensemble tous les trois, on a d'abord pris une route, qui est celle de la réflexion sur les PASS, mais je pense qu'on a d'abord suivi un chemin, c'est-à-dire qu'on a cheminé tous ensemble. Alors un chemin qui était quasi initiatique, pour moi c'est aller des religieuses de Versailles jusqu'aux prostituées des Bois de Boulogne, pour mener les observations, aller voir une quinzaine de PASS en France, aller découvrir le travail de ces structures qui sont très particulières, qui sont extrêmement hétérogènes. C'est la référence que tu viens de faire, Frédéric, à la socialisation, donc au maître ouvrage de Berger et Burman. Je la trouve heureuse parce que dedans il y a un autre concept que la socialisation, il y a celui de l'alternation. Et l'alternation, c'est quoi? C'est une socialisation primaire à l'âge adulte.
on va passer sur l'exemple que prennent Berger et Luckmann, qui est celui des sectes. Mais en prenant un exemple, l'exemple des passes, pour moi, ça a été vraiment une révélation de ce point de vue-là. C'est que ça demande de repousser les concepts qu'on a au départ, les concepts d'évaluation qu'on a sur un mode de financement T2A, les concepts de la façon dont on conceptualise l'organisation des soins, une organisation performante finalement qui va se dégager avec aucun indicateur qui permettrait de le mesurer directement. Et ça, c'est assez troublant quand on arrive sur le terrain des passes. Et donc ça demande une vraie reprogrammation professionnelle de ce point de vue-là, ça demande d'ouvrir son schéma de la perception, et à cet égard, le travail qu'on a pu conduire à trois, le fait de travailler avec un médecin, un chercheur en sciences sociales et un élève directeur, mais c'était vraiment une richesse de ma formation d'apprendre aux côtés de ces deux personnes-là. Je pense que ça pose vraiment des jalons pour une réflexion plus large, qui est sur comment est-ce qu'on évalue finalement ces structures de prise en charge médico-sociale des situations complexes. À ce titre-là, la dynamique qui a été lancée par l'ANAP a vraiment été très porteuse. C'est à partir de là que les choses se sont faites. Christian Anastasie en parlera peut-être plus en détail ensuite. Mais la dynamique est lancée avec la recherche qui va se déployer, notamment avec Ospinomics, avec d'autres institutions de recherche. Donc là-dessus, on voit que le portage est là, que l'envie est là aussi de la part des acteurs. Lorsqu'on leur parle de ces recherches-là, ça fonctionne plutôt bien. Les gens sont intéressés par cette idée d'aller chercher des nouveaux modes de réflexion, des nouveaux modes d'évaluation, d'activités qui sont parfois en marge, mais plutôt pensées comme complémentaires. Et l'enjeu, effectivement, c'est l'interdisciplinarité. C'est comment est-ce qu'on travaille ensemble, comment est-ce qu'on construit cette complémentarité. On s'est beaucoup auto-congratulé, mais on ne dit pas les conflits qu'on a pu avoir, les disputes, on n'était pas toujours d'accord, hein, chacun avait sa position, et souvent c'était assez vif, hein, c'est comme ça que se sont construites nos réflexions, et je pense que c'est comme ça aussi qu'on pourra avancer dans l'élaboration de modèles à ce titre-là. Et c'est pour ça que dans cette complexité, on va pas, la référence à Morin serait heureuse ici, parce que c'est comme ça qu'on doit réfléchir sur ces modes de prise en charge. On va lancer, je pense, d'ici le premier semestre, une plateforme collaborative qui aura pour objet de lancer une dynamique à partir du terrain, puisque ce qu'on a vu à partir de cet ouvrage, c'est que c'est uniquement en partant je parlais tout à l'heure avec Christian Anastasie, c'est que quand on travaille sur un établissement qui a 5000 personnes, finalement ces 5000 personnes ont quelque chose à dire pour faire avancer l'établissement. Et à ce titre-là, il faut vraiment qu'on pose, à mon avis, les jalons pour cette plateforme collaborative qu'on va créer. Donc on va pas encore complètement décider la forme, mais ce sera sûrement un site internet avec des groupes de travail. Et vous serez tous invités à venir y participer, à venir apporter votre écho à cette réflexion. Et dans ce cadre-là, on pourra réfléchir à des modes d'intégration qui sont non industriels, comme a pu le dire Frédéric. Et donc voilà, merci Claire et merci Frédéric pour ce beau cheminement qu'on a pu faire ensemble, ce beau parcours initiatique. Et j'espère que l'ouvrage reflète bien tous ces enjeux qu'on a pu évoquer ensemble. Merci. C'est la discussion. Peut-être que Kevin André de l'ESSEC, s'il est là, peut réagir peut-être concernant l'idée de développer la logique d'une plateforme collaborative ou d'une communauté participative. À nous de choisir d'ailleurs le terme ou les termes, les modèles. Peut-être nous dire un tout petit mot. C'est un exercice de modestie, d'humilité. Il faut être humble par rapport au sujet qu'on traite. Bonsoir à tous, moi je suis très heureux d'être là ce soir. Merci encore de m'avoir invité. Je suis très fier aussi de participer à cet ouvrage. Professeur à l'ESSEC sur les questions d'innovation sociale, d'entrepreneuriat social. Donc qu'est-ce que vient faire l'ESSEC sur ces sujets-là? Mais justement, la complémentarité, les sciences de gestion, je pense aussi sont intéressantes. Peut-être tu pourrais montrer des photos. Voilà, génial. Nous, l'idée aussi, c'était, on a beaucoup parlé d'innovation là, on parle d'innovation, on parle aussi de collectif. Moi, je suis très frappé de la profonde transformation qui est en train de s'opérer, et notamment qui est générationnelle. Moi, je me sens extrêmement vieux par rapport aux étudiants à qui j'enseigne à l'ESSEC. Et notamment à leur manière d'utiliser les nouvelles technologies, le numérique. On va y arriver sur le slide. Non, mais tu es tout seul là. C'est très intéressant parce que comme ça, vous pouvez l'acheter à 24 c'est innovant comme manière de. C'est là, mais n'hésitez pas à faire un peu de complémentarité. C'est ton balai. Ah oui, non, il ne veut pas faire. On va faire comme ça. Voilà. Mets-le sans diaporama. Ok.
pour aller vite, l'idée c'est, je pense que sur ces sujets-là, pour amener l'innovation, il faut aussi un peu changer de méthode. Donc il faut écrire des livres, et c'est très important d'écrire des livres. Mais je pense qu'au-delà du livre, et au-delà de cette conférence, je pense qu'il faut aller vers des systèmes participatifs, plus horizontaux, où chacun d'entre vous, et donc c'est un peu un appel à chacun d'entre vous, madame, monsieur, à collaborer à un changement de paradigme, ou en tout cas à amener de nouvelles réflexions autour du soin et de la place de l'humain dans le soin. Donc on a imaginé deux plateformes, mais il y en aurait d'autres. Hein. Une qui s'appelle Kawa, qui permet par exemple de créer un groupe, et on a créé le groupe Soigner l'humain. Et dedans, l'idée c'est que ces collaboratistes, vous pouvez avoir l'initiative d'organiser des rencontres, des événements, des apéros, des conférences, que vous voulez, des after-work, on peut utiliser des termes anglais, français, comme vous voulez, mais pour rassembler des personnes qui ont envie de discuter et d'avancer sur ces sujets. Slack, c'est un outil qui permet d'avoir des groupes de travail, de pouvoir travailler à distance. Bref, la technologie, il ne s'agit pas de l'idéaliser, elle ne va pas régler tous les problèmes, mais le message qu'on voudrait vous proposer ce soir, c'est que si on veut que ça avance, je pense qu'il faut que chacun, à notre échelle, on prenne les choses en main, et que c'est que comme ça qu'on arrivera à créer une masse critique qui pourra faire basculer les choses. C'est à imaginer ensemble. Donc on reviendra vers vous là-dessus. Allez faire un tour sur Soigner l'humain, sur Kawa, Slack également. Mais c'est un appel à ce que nous avons besoin de vous, chacun d'entre vous, pour faire avancer ces sujets. Et pas seulement, donc le livre n'est qu'un commencement. Voilà ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Oui, ce que je trouve très innovant, c'est comment partir du travail de Pierre Georges sur les passes pour changer le système de santé. C'est en même temps révolutionnaire, ambitieux et extrêmement difficile. Extrêmement difficile parce que les obstacles sont gigantesques. Et que peut-être l'avenir, ce sont les jeunes générations. Mais ce n'est pas ma génération. C'est pas, au fond, ça va être porté par des étudiants en médecine nouveaux. Parce que je suis frappé de voir que l'empilement des recommandations de l'HAS ou de telle société savante, les diverses, la présence du principe de précaution dévastateur, parce qu'il faut toujours plus d'examen, l'évaluation totalement absente, parce que, au fond, un temps passé à l'humain est un temps qui va être comptabilisé en négatif dans l'acte du soignant ou de l'équipe. Et l'adaptation de la médecine à l'outil technologique a fait que si l'affection n'est pas recevable par l'outil technologique, elle est renvoyée à l'assistante sociale ou au psychiatre. Et on voit très bien que l'humain, lui, il est uniquement dans les colloques. Alors là, il est toujours partout, il est au centre du soin, il est au cœur du soin, mais les obstacles pour qu'il soit réellement présent sont considérables. Et par conséquent, je pense que la seule façon, c'est pas incantatoirement de dire que l'humain doit être au cœur, c'est d'arriver à ce que cette sobriété intelligente de la prise en soin par les passes, qui en fait un véritable laboratoire, qui serait comparé, je parle en diabétologie par exemple, comment les passes traitent avec un coût 100 fois ou 10 fois inférieur à des services hautement spécialisés qui peut-être permettent aussi des progrès dans la discipline. Mais au fond là, notre système est extraordinairement désinvolte. Je suis frappé de voir, je faisais un bref calcul, vous disiez 60 millions d'euros. 60 millions d'euros, quoi, c'est 1000 traitements d'hépatite C. C'est 10 000 traitements annuels de la nouvelle prophylaxie contre le risque d'atteinte du sida en prenant un médicament tous les jours. Et on voit très très bien que ces sommes, 60 millions, c'est beaucoup et c'est dérisoire. Et que, au fond, plus une thérapeutique est présente, elle aura toujours tous les moyens disponibles. Mais avoir une réflexion innovante, intelligente, qui, au fond, considère que le temps passé auprès d'un malade, ça vaut de l'or en termes de soins, en termes d'attention, passe toujours au deuxième plan. Et peut-être que notre médecine est devenue sourde. Elle est devenue sourde parce qu'elle considère que toujours les passes, et cette image des passes, c'est la précarité. Et quand j'entendais à l'Hôtel Dieu, on va ouvrir,
l'ophtalmologie aux personnes en situation de précarité. Ça veut dire que l'Hôtel-Dieu va retourner à cette image médiévale d'un hôpital pour les pauvres. Et donc je crains un peu que cette vision d'une précarité qui s'enferme dans des lieux particuliers, à l'opposé de ce que disent les passes de l'hôpital Saint-Louis, qui à mon avis sont révolutionnaires dans la mesure où dans un hôpital ultra technique, avec une disponibilité d'un plateau technique exceptionnel, remarquable, cette demande à la technique va être pensée. Elle va être pensée de façon en même temps dirigée vers la personne et en même temps prenant en compte les ressources économiques tout à fait contraintes. Et cette sobriété nous conduit à des choix tragiques, bien sûr, mais en même temps, je suis très frappé de voir que j'ai passé ma vie professionnelle, au fond, à être toujours tout à fait laxiste et tout à fait indifférent. Quelquefois, même si je passais mon temps à demander aux étudiants, est-ce que vous vous rendez compte que telle thérapie, 100 000 euros, 200 000 euros, pose un problème, mais je sentais dans le regard des étudiants une sorte d'hostilité, d'indifférence en disant, écoutez, ne nous embêtez pas avec l'argent. L'argent, c'est pas notre problème. Et la médecine, elle a affaire avec l'argent. Et je pense que les passes doivent nous donner une nouvelle réflexion intelligente sur le rapport de la médecine à l'argent, de le rapport de la médecine à l'économie, plutôt que d'avoir cette vision purement psychologique, sociologique, anthropologique, qui, au fond, passe son temps à parler de l'humain dans une situation de désert. Et je pense que notre disponibilité technologique, et vous en parliez tout à l'heure de façon très juste, aux États-Unis, à Boston, je suis frappé de voir que l'humain, dans le plus grand hôpital du monde, l'humain, il est de nouveau au cœur du système. Pourquoi ? Parce que la technologie, elle est tellement disponible, tellement simple, elle est tellement dans la chambre du malade, que le malade, il redevient présent. Alors notre technologie, à nous, elle est séparée du malade. Le chambre du malade, on va voir, est-ce que vous allez bien, bonjour, est-ce que ça va aller mieux, mais tout cela se passe dans des lieux privilégiés pour que les médecins puissent librement, sans rencontrer le regard inquiet, la surdité, la difficulté d'expression d'un malade. Au fond, cette séparation totale d'une médecine et de la rencontre d'un regard d'un malade aboutit effectivement à cette césure totale. Alors que lorsque, je pense qu'on est à une ère post-technologique, c'est-à-dire que lorsque la technologie, elle est là comme un iPhone, qu'elle est totalement disponible, mais même les Américains, c'était intéressant, n'ont pas d'iPhone pendant la visite, parce qu'ils considèrent que être dérangé par un iPhone pendant une visite, c'est extraordinairement grossier par rapport à un malade. Et en même temps, donc, on a la technologie, mais en même temps, on la met à distance. Parce que plus on l'a, plus on la rejette, parce qu'elle ne doit pas être un écran entre le malade. Et donc, je pense que la véritable innovation des passes, c'est l'intelligence au pouvoir. L'intelligence de l'innovation, l'intelligence de se dire qu'on ne pourra pas continuer à dépenser 3 milliards d'euros pour des traitements d'hépatite C, d'hépatite, je ne sais pas quoi, une nouvelle chimiothérapie à 500 000 euros ou 1 million d'euros, et que l'innovation technologique, le progrès, bien sûr, sera toujours extraordinairement passionnant, mais que notre société a besoin pas seulement de réponses techniques, elle a besoin d'une réponse faite de discernement. Et le discernement, à ce moment-là, l'humain, naturellement, devient la priorité, comme une sorte de ressource qui n'apparaît pas volontairement. Ce qui est étrange, peut-être dans l'assistance publique, telle que je la vois depuis quelques années, c'est, au fond, l'empilement de robots, des services ultra sophistiqués, techniques, qui font l'admiration peut-être du monde entier, et puis quelques services de soins palliatifs en bout d'hôpital, un peu cachés, pas très loin des poubelles, et les passes qui sont réduites à cette prise en charge des pauvres. Alors qu'en fait, je pense que les riches devraient avoir, au fond, devraient bénéficier. C'est comme si, au fond, la précarité allait beaucoup plus modifier en profondeur la médecine que simplement la médecine des pauvres. Il y a cette vision, j'ai l'impression,
de retrouver peut-être les discours de Jonathan Mann dans les années du sida des années 85-90, qui disait que ce n'est pas la médecine technique qui change la médecine, c'est la question de la politique, du regard que la politique porte sur l'humain. Et donc, les obstacles techniques sont considérables. Mais pour sortir des obstacles techniques, il faut que l'expérimentation des passes soit portée, mais à la lumière, à la limite que les services les plus sophistiqués soient intimidés pour savoir que les passes sont faits aussi bien, voire mieux, que les services ultra techniques. Quelques questions. On va essayer de respecter notre horaire, mais quelques questions sont les bienvenues. Et sinon, on les gardera pour après. N'hésitez pas, si vous avez des questions aussi, vous pouvez les poser en live sur le fil Twitter du collectif PASS, et on les fera relayer vers ici si vous êtes trop timide pour poser votre question.